Alors, comme promis, nous allons enchaîner sur la table ronde de l'aide et du soin à domicile. Et pour animer celle-ci, je vais vous demander Nathalie Bombeau, Stéphanie Sorel de descendre, ainsi que Madame Chantal Dominski et Christine Babouillard et Madame Sandrine Paradis. Doucement. Installez-vous. Asseyez-vous. Je vais vous présenter chacun. Sandrine Paradis, donc vous êtes ingénieur conseil à la CARSAT Aquitaine. Vous allez nous parler du programme Aidant-Aider, voilà, de la manière dont vous aidez les établissements pris dans cette démarche de prévention. Stéphanie Sorel, vous êtes venu donc, vous êtes DRH à la DPA 87, vous êtes venu avec Nathalie Bombeau, qui est référente prévention, sécurité dans cette structure également. Chantal Dominski, vous êtes directrice de l'ANAS de Neuvic et vous faites partie du réseau UNA24. Et Christine Babouillard, référente INRS sur la petite enfance. Voilà, nous laisserons la parole sur la prévention des risques dans ce secteur-là. Chantal Dominski, si vous voulez bien commencer, je vous invite à prendre la parole pour nous parler des démarches de prévention que vous avez mises en place dans votre structure. C'est très agréable de participer à des travaux parce que ça fait des travaux comme ceux qui sont mis en place par Compétences Formation parce que ça aide après sur le terrain. Donc nous avons profité depuis 2012 d'une aide qui a été mise en place par la CARSAT, d'une aide financière. Et avec cette aide, nous avons pu mettre en place des formations, notamment sur tout ce qui est aide technique et sur les risques routiers. Donc risques routiers qui avaient été menés à ce moment-là par AEA. Et donc il faut, ce qu'on peut retenir de ce qu'on a mis en place, c'est qu'il faut une démarche volontaire de l'équipe administrative. Il faut que le conseil d'administration soit bien informé sur le projet et qu'il le valide. Et ensuite, il y a un gros travail à faire au niveau des salariés pour qu'elles adhèrent entièrement au projet. Ça ne suffit pas, il faut aussi après, si on veut par exemple mettre en place des aides techniques, eh bien, il faut faire toute une information auprès des familles et de l'utilisateur de l'aide technique et du bénéficiaire. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. C'est vrai qu'il faut le planifier. Il faut aussi prévoir un coût financier parce que tout, ce serait trop beau, tout n'est pas financé. Il en reste un petit peu toujours. Mais en tout cas, c'est bénéfique puisque depuis 2012, nous avons eu un accident de trajet lorsqu'il y avait la neige et un accident du travail simplement en 2014. Donc c'est vrai que les salariés ont vraiment bien intégré la démarche, qu'elles sont en capacité de soumettre des idées lorsque elles voient que le travail devient difficile, qu'il y a aussi un partage du travail en binôme quand ça devient trop compliqué. Sur les aides techniques, c'est très intéressant, nous, au niveau du maintien à domicile, parce que on protège évidemment le dos, on protège on fait attention aussi à ce qui est des tâches variées, on ne fait pas toute la journée des vitres. C'est un gros travail à faire au niveau des familles aussi et du bénéficiaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en tout cas, les salariés sont en mesure de dire attendez, j'ai fait des vitres ce matin, ça va peut-être être trop compliqué cet après-midi. Donc tout ça, ça évite effectivement un épuisement au travail. Il y a eu aussi un gros travail avec l'ergothérapeute pour l'aménagement des domiciles. Effectivement, c'est l'exemple un peu qu'on avait tout à l'heure, où il faut souvent tout réaménager pour rendre le travail plus facile, ou en tout cas pour éviter les risques.
en sachant que nous, chez les personnes âgées, c'est beaucoup les tapis, les chaises, beaucoup de meubles qu'ils ont accumulés pendant un tas d'années. Il faut absolument éviter les chutes, en sachant que les chutes, c'est souvent le premier risque, et pour le bénéficiaire et pour le salarié. Donc tout ça, on a été très vigilants là-dessus, et il faut beaucoup parlementer, et on arrive à mettre quand même des choses en place. Donc après, pour tout ce qui a été risque routier, ça a été travaillé avec un ergonome. On a eu un travail sur le circuit de fond, avec un simulateur et des véhicules, 3 véhicules où tous les salariés ont pu bénéficier qu'elles pouvaient rouler sur un circuit mouillé. Ça a été très intéressant. Il y a eu aussi une étude sur les accidents qu'elles avaient pu avoir et sur les parcours qu'elles empruntent, notamment tous les parcours liés à la chute des feuilles, tous les parcours en automne notamment qui sont dangereux, puisqu'on a quand même beaucoup de bois. Enfin, ça existe, je suppose, un peu partout, peut-être moins en ville, mais bon, nous c'est ça. On a pris en compte aussi beaucoup les temps de déplacement qu'on ne regardait pas forcément avant la mise en place de ces formations. Et on a pris l'habitude de dire à nos bénéficiaires qu'on arrivait vers et pas qu'on arrivait à. Et ça a modifié totalement aussi le stress que les salariés pouvaient ressentir en sachant qu'elles allaient arriver en retard parce qu'il y avait un tracteur devant elles. Donc elles ont aussi été équipées de téléphones portables, ce qui fait que quand elles sont en retard, elles peuvent aussi prévenir le service et le bénéficiaire. Bon, quand c'est des retards de 5 minutes, non, mais quand c'est plus, elles peuvent prévenir tout le monde. Ce qui fait que c'est un stress qui a pratiquement disparu, au niveau en tout cas des déplacements et de l'heure d'arrivée chez les bénéficiaires. Quoi vous dire d'autre? Eh bien qu'on repart dans une convention signée avec la CARSAT, là, parce que on a des nouvelles salariées, qu'on a aussi des nouveaux bénéficiaires, et que on va profiter de cette nouvelle convention pour continuer et pour espérer que ce sera bénéfique à la fois pour les bénéficiaires et à la fois pour améliorer la qualité de vie au travail des intervenants. Il y avait eu, la CARSAT avait a édité d'ailleurs, parce qu'ils sont, le rose est toujours en vigueur, et c'est vrai que si vous avez l'occasion de les voir, c'est très intéressant, ça explique toute la démarche. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que on a travaillé aussi avec une ergothérapeute qui nous aide à solutionner les dossiers qui sont un peu compliqués entre guillemets, et que le fait que le message passe par quelqu'un d'extérieur nous à la structure, ou en tout cas que les bénéficiaires connaissent pas forcément et les familles, c'est quelquefois plus facile. Parce qu'on s'est quand même entendu dire « Oh ben oui, vous voulez plus me porter, donc vous utilisez du matériel ». Non, c'était pas ça du tout. C'était qu'on voulait éviter les accidents et pour la salariée et pour le bénéficiaire. Et dit amené par l'ergothérapeute, c'est beaucoup plus facile, le message est beaucoup plus facile à faire passer. C'est ce qu'on a remarqué. Merci Madame Doberski. Je vous laisse la parole à Madame Paradis pour vous expliquer comment la CARSAT justement aide les entreprises, les structures de soins à domicile à entrer dans ces démarches de prévention. Alors effectivement, on conçoit les programmes de prévention avec les structures, et notamment le programme Aidant aider, une qualité de vie à préserver, a été construit vraiment en collaboration avec les structures d'aide à domicile, comme la démarche aussi sur le risque routier dont Mme Dominski a parlé juste avant. En fait, vraiment, on part des besoins du terrain et on essaie de trouver les solutions les plus adaptées en fonction du contexte. Donc au niveau de la démarche Aidant aider, nous on est quand même parti. Alors je rappelle, parce que c'est vrai que Patrick n'avait pas présenté les chiffres, mais pourquoi on s'intéresse quand même de près à votre secteur d'activité, qui explique aussi qu'on y mette les moyens. Alors, vous avez entendu, vous parlez beaucoup de contrats de prévention, d'aide financière simplifiée, j'y reviendrai un petit peu à la fin de ma présentation, mais c'est aussi parce que, en tant qu'assureur social, ça nous coûte, donc on essaie d'avoir un ratio de retour sur investissement. Ça marchait? Celui qui l'entend pas de côté, comme ça marche.
Voilà. Donc juste... voilà, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, donc voilà, le problème de la sinistralité qu'on avait abordé un petit peu tout à l'heure en début de matinée. Voilà pourquoi au niveau des indices de gravité, enfin des indices de fréquence, le nombre d'accidents avec arrêt pour 1000 salariés, on voit clairement que sur le secteur sanitaire médico-social se dégagent 3 secteurs particulièrement accidentogènes, les services de soins à domicile, infirmiers à domicile, les services d'aide à domicile et les EHPAD. Donc, ce qui justifie pleinement notre action et l'intérêt et les moyens qu'on met aussi aujourd'hui sur la prévention des risques. Et vous voyez, le BTP est encore un peu plus haut en termes de gravité, parce que si on prend la gravité avec les séquelles au niveau des salariés, si je prends les taux d'IPP, donc les incapacités partielles permanentes qui restent au niveau des salariés, mais si j'avais pris le taux de gravité, c'est-à-dire qui mettait les nombres de jours d'arrêt, le secteur du soin était avant le BTP. Donc voilà, en termes de durée d'arrêt, de longueur d'arrêt, vous êtes largement devant. Et c'est vrai que par rapport aux problématiques des structures, ça pose tout de suite des problèmes organisationnels, de turnover, de formation, d'épuisement professionnel aussi des salariés qui commencent aussi, on est dans un secteur avec des salariés vieillissants, on a abordé la problématique. Donc l'idée c'était quand même de trouver des solutions qui conviennent et un programme d'action qui convienne à tout le monde. Donc on a aujourd'hui je dirais labelliser un petit peu notre programme d'action, aidant aider une qualité de vie à préserver, parce que bien sûr en tant qu'ARSAT Aquitaine, nous sommes aussi intéressés par le bien-être de nos retraités. Avec les plans d'aide personnalisés de la CARSAT, on a une double casquette et on doit autant s'intéresser aux salariés qu'aux bénéficiaires de l'aide. Voilà, c'est quand même notre, je dirais un peu notre leitmotiv et vraiment on va s'attacher au bien-être du duo, enfin du trio même, puisqu'il faut que l'entreprise fonctionne, que le salarié se sente bien et que le bénéficiaire se sente bien aussi au niveau de l'intervention. Donc au niveau de l'objectif, vraiment on a eu à cœur de faire converger les notions de qualité de service, enfin de vie au domicile de la personne aidée, mais aussi qualité de vie au travail de l'intervenant, sachant que sur le lieu de vie particulier qui est le domicile, on est sur un site privé, mais n'empêche quand il y a un intervenant à domicile, ça se transforme aussi en lieu de travail, et ça il faut le faire passer aussi vis-à-vis des bénéficiaires, et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi à son domicile à partir du moment où il y a une salariée qui intervient sur le domicile. Donc ça c'est ce qu'on essaie vraiment de faire entrer dans la tête des bénéficiaires aussi. L'enjeu, c'est aussi de préparer une approche préventive très en amont pour éviter que nos bénéficiaires qui sont sur GIR 5-6, enfin moi je suis 6 à peu près, aujourd'hui je suis à peu près 6, si on est tous gérés, donc voilà. Donc nous au niveau de la CARSAT, on est plutôt GIR 5-6, enfin nos ressortissants sont GIR 5-6, et puis plus vous rentrez dans la dépendance, vous allez sur des GIR, on voit à domicile 4, 2 et malheureusement quelques GIR 1, qui peut être en maison de retraite ou en institution qu'en domicile, mais on a du GIR 1 en domicile. Mais l'idée au niveau de la CARSAT, c'est que les retraités qui sont en pleine santé continuent à l'être et ne chutent pas à domicile, qui causerait effectivement pour eux, pour remettre leur maintien à domicile d'une part, mais aussi rend plus difficile et plus pénible l'intervention des aides à domicile. Vous voyez, on est en une démarche de préventive très très en amont. Bien sûr, on ne peut pas cibler tous les risques, et dans un premier temps, on s'est attaché à cibler les risques communs au domicile, de chute, notamment pour le bénéficiaire et pour l'intervenant à domicile, et aussi pour les intervenants à domicile, les risques liés aux mobilisations et au transfert. Vraiment ces activités qui peuvent générer aussi des chutes, parce que si on fait mal ce transfert ou si ça se passe mal, voilà, la personne glisse, peut chuter et le bénéficiaire peut être concerné. Alors, quelle est cette démarche? D'une part, on reprend toujours le fil conducteur qu'on a depuis ce matin, c'est vraiment que toute la ligne hiérarchique soit informée, sensibilisée à la démarche de prévention, et comprennent le projet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les structures aient un projet de prévention le comprennent et que chacun le partage au sein de la structure. On va jusqu'au conseil d'administration. Il faut que vraiment les présidents des conseils d'administration dans les structures d'aide à domicile soient convaincus de l'intérêt de la démarche et donnent les moyens à leurs dirigeants, à leurs directeurs d'agir et de mobiliser les équipes, du temps. Parce que c'est aussi beaucoup de temps à passer pour animer la démarche, pour former et acheter, on verra, du matériel. Nous accompagnons la formation sur la démarche parce que c'est une démarche spécifique. Donc nous avons un accompagnement d'une journée de référents aidant aidés sur la démarche de prévention. On leur présente tous les outils de la démarche et puis on les accompagne tous les trimestres on fait un point régulier au niveau de la démarche pour voir où en est l'avancement, les points, les difficultés éventuellement rencontrées. Dans ce dispositif de formation est intégrée une formation des intervenantes à domicile sur l'usage des aides techniques. Alors elle peut être incluse soit dans la formation du CPSID,
Puisque quand on avait commencé l'expérimentation, c'était juste au début du CPSID, il n'était pas autant développé qu'aujourd'hui. On avait une information un peu plus courte de 2 modules de 3 heures pour cette formation et technique, mais qui aujourd'hui est inclus soit sur la mise à jour des compétences CPSID ou sur le module CPSID. Et surtout, on forme aussi les responsables de secteur, d'une part, à pratiquer le repérage des risques à domicile. Donc vraiment évaluer, alors, idéalement avant le début de la prestation, les risques qui sont associés au domicile, et de voir que aussi lors de ces formations, les intervenantes à domicile doivent faire remonter les situations de travail qui sont difficiles. Donc, et une fois qu'elles font remonter ces situations de travail difficiles, c'est aux responsables de secteur avec la direction de voir qu'est-ce qu'on met en place au niveau, soit on fait une nouvelle visite, on va rencontrer les bénéficiaires, et si effectivement on n'a pas de solution, on n'arrive pas à le solutionner, on fait intervenir à ce moment-là, mais que dans à peine 10% des cas, un spécialiste au domicile, qui peut être soit un ergothérapeute, kinésithérapeute ou ergonome, pour analyser la situation de travail et la situation de vie au domicile. On est vraiment sur les doubles enjeux au niveau du bénéficiaire. On approche surtout l'idée sur qu'est-ce que le bénéficiaire est prêt à changer, d'une part pour qu'il maintienne son autonomie, mais aussi que l'intervenante à domicile, ou les intervenantes à domicile, parce que bien souvent il y en a plusieurs, puissent plus facilement, réaliser l'intervention. Et ce qu'on a vu au travers de cette action, par exemple, c'est que les bénéficiaires n'étaient pas prêts à changer pour eux, parce que leur logement allait très bien, tout se passait bien, ils ne voyaient pas où était le problème. Par contre, ils tenaient à, Jocelyne, Marie, etc., son intervenante à domicile, celle de ils en étaient contents. Donc ils se disent, oui, pour elle, je ferais bien quelque chose. Et donc là, on a vu des situations de travail qui se sont transformées, des situations de domicile qui se sont transformées parce que le bénéficiaire, qui des fois peut-être est aussi une personne handicapée, qui peut peut-être pas faire beaucoup de choses, mais au moins elle a pu faire quelque chose pour son intervenante à domicile. Donc il y a aussi le binôme a fonctionné dans ce sens-là. Donc on ne laisse pas la structure, après avoir mis des constats en disant il faut mettre des choses en place, qui peuvent être de nature organisationnelle, mais aussi d'ordre technique, de dire en fonction de ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place concrètement au niveau du domicile, avec bien sûr l'évaluation de la solution une fois qu'on l'a mis en œuvre au bout de quelques temps. Alors quel type d'aide technique on a pu mettre en place? Alors bien sûr, c'est adapté en fonction de chaque structure, en fonction de l'analyse de l'activité, et en amont, c'est tout ce travail-là qui est fait aussi avec les structures, de dire quelles sont nos activités, quels sont les besoins, et notamment on voit la plupart des aides techniques d'ailleurs ont été analysées lors d'un précédent travail d'un ergonome sur les situations, notamment par exemple sur le risque routier et le déplacement des personnes. Par exemple, vous voyez la poignée handibar, c'est une poignée handibar qui permet en fait d'une part que les personnes, soit les intervenants à domicile, puisqu'ils peuvent aussi avoir des problèmes de santé, puissent descendre plus facilement du véhicule, ou accompagner aussi les bénéficiaires et justement le faire sans supporter toute la personne dans la montée et descente. Ça, c'est un travail qui a été fait justement en amont avec un ergonome qui a analysé la situation de travail. Il y a des disques de rotation. Les poignées amovibles, là c'est juste pour tester en amont, avant de poser la fameuse barre la barre d'appui. Souvent on en voit, elles sont mal posées, elles sont mal mises au mauvais endroit. Donc l'idée c'est qu'on teste avant, et puis une fois qu'on est sûr que c'est utile, elle est bien positionnée avec la bonne technique, à ce moment-là on peut la fixer définitivement. Donc bien sûr les draps de glisse. Souvent, avec la limite des prestations, mais on demande aux intervenants à domicile de porter tout ce qui est lourd, parce que le bénéficiaire lui ne peut pas le faire. Donc pourquoi pas mettre des diables. On a eu là les intervenants à domicile, par exemple, étaient toujours en train de se battre avec le seau, la casserole pour faire la toilette, pour faire le shampoing, pour avoir de l'eau. Juste avoir une petite douchette, un bac à shampoing, tout de suite ça professionnalise l'intervention et ça redonne notre reconnaissance au niveau de l'intervenante à domicile. Ça c'est pour les soins de pied, parce qu'il y a la position la plus pénible, c'est quand même la position accroupie. Notamment, donc là par exemple, des exemples d'utilisation des différentes aides techniques. Donc ça c'est plutôt le premier versant que je vous ai montré, c'est plutôt un kit de prévention à l'utilisation surtout des intervenantes d'aide à domicile. Et puis grâce au partenariat qu'on a avec l'action sanitaire et sociale de la CARSAT Aquitaine, mais aussi beaucoup d'aides techniques peuvent être financées par la caisse primaire d'assurance maladie, puisqu'elles sont sur les listes LPPR. On forme aussi à l'utilisation d'aides techniques un peu plus, entre guillemets, un peu plus complexes. Et la structure peut soit se faire prêter, soit s'équiper d'une partie de ces aides techniques, et justement les faire tester au domicile,
quelque part, si ça convient, soit le bénéficiaire fait lui-même l'investissement de cet équipement, ou on déclenche le financement pour qu'il puisse avoir l'équipement à domicile. Et là, il faut aussi un partenariat avec les fournisseurs d'aide technique pour que ça serve qu'on ne vienne pas livrer par exemple la chaise de bain juste dans un carton. Il faut la régler, il faut la poser, il faut la montrer et à l'intervenante et aux bénéficiaires. Voilà, il faut aussi avoir un partenariat avec des fournisseurs qui soient en capacité. Juste un petit peu sur le retour d'expérience que nous avons eu, puisque cette expérimentation que nous déployons sur l'ensemble de l'Aquitaine aujourd'hui, on l'a testée en Dordogne et dans les Landes au début. Vous voyez, on a demandé aux bénéficiaires et aux salariés d'évaluer un petit peu le bénéfice de la démarche sur différents items, la pénibilité, le gain de temps, le confort, la sécurité des manutentions, la diminution du risque de chute et la satisfaction par rapport aux formations. Mais je crois qu'il y a un clair satisfait sur la démarche. Et je crois que le plus gros retour, c'est sur vraiment la reconnaissance des salariés. Ça, je crois que ça n'a pas de prix. Une structure, vous voyez, ça c'est les verbatim des salariés. Nos bénéficiaires nous demandent ce qu'on en pense, c'est très touchant. Voilà, on est aussi un lieu d'information, c'est-à-dire qu'on change le regard des intervenantes à domicile qui sont porteuses d'informations aussi techniques. Et puis, voilà, une reconnaissance au travail très très fort. Alors, tout le monde ne peut pas accéder à cette démarche, évidemment, il faut quand même il faut être prêt pour cette démarche, notamment avoir fait les fondamentaux de la prévention, avoir mis en œuvre un document unique d'évaluation des risques, mais surtout son plan d'action, parce que il faut qu'il vive. Le document unique pour lui seul n'a pas d'intérêt. Pratiquer quand même les repérages des risques à domicile, donc utiliser, alors j'espère que vous connaissez maintenant, pour les structures d'aide à domicile, des grilles de repérage d'aide à domicile qui ont été développées avec les fédérations et la CNAM et l'INRS, donc on utilise tous ces outils. L'analyse des accidents pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la structure, ne pas être fataliste par rapport à l'accident. Avoir au moins des procédures, parce que le minimum de la base, c'est qu'on accueille des nouveaux salariés régulièrement, parce que si on a hors série en plus un turnover important, c'est qu'on ait au moins stabilisé sa procédure d'accueil des nouveaux salariés. Il n'y a rien, on n'a pas l'occasion de faire 2 fois bonne impression, donc des fois les salariés ne restent pas juste parce que la première journée ça leur a fait peur dans la structure. Et voilà, et mettre en place une mission, et bien sûr avoir des moyens humains, du temps, des compétences au sein de la structure et bien sûr les moyens financiers pour mettre en œuvre la démarche. Donc pour nous, pour essayer d'accompagner un petit peu les structures sur leur démarche de prévention, évaluer où elles en sont, nous avons mis en point, nos collègues, c'est un document qui vient de la CARSAT Nord-Est, un peu un document d'auto-évaluation de où j'en suis sur ma démarche de prévention. Justement pour faire le point, où est-ce que j'en suis sur la démarche de prévention, pouvoir travailler aussi sur les points forts, en renforçant ces points forts et aussi améliorer les points qui peuvent être les faiblesses éventuellement qu'on peut rencontrer. Donc l'idée c'est qu'on puisse capitaliser aussi au niveau de l'Aquitaine et peut-être demain au niveau national un petit peu toutes ces pratiques de prévention au niveau des structures et que on espère que, je vous ai parlé ce matin, on veut les accompagner sur l'organisation, qu'elles progressent dans l'organisation de la prévention. Voilà une idée de l'aide technique, des aides financières que nous avons mis en place à la CARSAT d'Aquitaine. Donc pour les structures d'aide à domicile et de soins, donc pour les structures de moins de 50 salariés en ETP, nous avons une aide technique, une aide financière de 50 000 euros. En gros, on finance à hauteur de 50%, que ce soit la formation des responsables, des salariés, les diagnostics à domicile, l'achat de matériel et éventuellement l'accompagnement par un prestataire de la démarche. Et comme on sait que votre souci c'est d'y passer du temps et quand on n'est pas en intervention, il faut payer aussi ce temps au niveau des salariés, on a un forfait de 2 000 euros pour accompagner la démarche sur l'année. Alors le gage n'est pas facile, parce qu'il faut sur un an, Madame Dominski l'a déjà testé, elle était dans la première expérimentation, mais elle leur demande, donc c'est qu'a priori, voilà, on va supporter une deuxième fois, c'est faisable. Mais c'est vrai que c'est, il faut ce rythme-là, en un an, de dire, concrètement, il y aura des effets au niveau de la structure, au niveau des salariés. Ils vont voir que les choses vont changer dans la structure de façon très concrète. Je rappelle aussi, puisqu'on en a parlé, nous avons donc des contrats de prévention qui sont possibles pour les structures un peu plus grosses, de moins de 200 salariés. Vous voyez, en moyenne, on peut aider d'autres démarches qui sont aussi sur les risques psychosociaux, le risque routier, le risque chimique, risque biologique. Là, on n'est pas sectaire sur un risque particulier. Et en moyenne, on est à hauteur de 25% d'aide sur les investissements. Et nous, en Aquitaine, pour le moment, on est limité à 30 000 euros, parce qu'on a tellement de demandes qu'on a consommé notre budget cette année, mais peut-être que Toulouse, je ne sais pas plus, encore plus bas que chez nous. Bon, alors on est bien doté en Aquitaine. Et là, c'est ouvert, que ce soit aux établissements ou au domicile.
Et dernier point que je voulais vous parler, donc tous les documents dont on a parlé, enfin il y a vraiment le site de ressources au niveau de... nous on a un dossier CARSAT Aquitaine sur l'aide à domicile aussi en établissement pour avoir toute l'information de notre actualité Aquitaine. Un grand centre de ressources de toute la documentation, en plus de l'INRS, c'est préventiondomicile.fr, qui est là où on a des vidéos sur les aides techniques, sur, enfin voilà, vous avez plein de ressources, même des grilles de repérage dématérialisées en ligne aujourd'hui. Et dernier point, je vous ai parlé tout à l'heure des vidéos qu'on a faites de témoignages de démarches TMS. Nous les avons mis sur YouTube CARSAT Aquitaine, voilà, on se modernise maintenant. Donc vous pourrez regarder et télécharger sans problème nos vidéos sur les démarches de prévention. Merci Sandrine Paradis pour ces précisions. Je vais donc maintenant laisser la parole à Stéphanie Sorel, Nathalie Bombeau de la DPAD 87. Vous avez initié dans votre structure une démarche de prévention et avez articulé plusieurs dispositifs pour mettre en œuvre cette démarche. Je vous laisse témoigner à ce sujet. Donc on va essayer d'être un peu rapide et condenser parce qu'on était un peu en retard. L'intervenant suivant étant à 3h15. Nous le prions de s'excuser. Ça va bien se passer. Là, mon risque psychosocial, il est à 0. Tout va bien, je suis saine, j'ai dépassé le cap. Ça fait du burn-out alors. Ça marche pas. Si, vous prenez. C'est ça. Donc, en propos introductif, le temps que le fichier soit mis en place. Donc, nous sommes une association d'aide à domicile qui intervenons sur toute la Haute-Vienne. Donc, on est un peu différent de ce qu'on peut connaître ou de l'idée qu'on peut avoir de l'aide à domicile, puisqu'on est une association donc, à but non lucratif, loi 1901, et on a 750 collaborateurs qui interviennent sur tout le département. Alors, j'insiste sur cette donnée-là parce que c'est pas vraiment, on n'est pas très représentatif de notre activité, en tout cas en termes d'organisation. Donc on est géré par un conseil d'administration et en 2012, à l'occasion d'une évolution de direction, il a été décidé de travailler concrètement sur la prévention des risques professionnels. Donc c'est à ce moment-là que j'ai intégré l'association et on va vous présenter un peu notre démarche. Donc, eh bien, je vais vous parler de la DPAD, vous m'entendez sans micro, je pense. Non, je peux pas. J'aime le micro. C'est bon? Non, pas le micro. Pas le micro. Bon. Allez, moi je prends la zapette. Allez-y. Donc, je vais vous présenter la DPAD. Ça va mieux? Ah oui. Donc, il y a une association, mais je pense que vous en avez déjà parlé, Stéphanie. Donc, qui est située tenir près de la bouche, je pense. Ouais, et voilà, c'est ça mon problème. Donc, qui est une association qui se trouve à Limoges. Nous sommes régis par un conseil d'administration. Le président, M. Labetoul, le trésorier, M. Champagne, et M. Marty, qui sont très investis dans notre démarche et dans notre culture de prévention. Après, on vous présente l'organigramme de la DPAD. On a à peu près 50 administratifs, 710 intervenants de terrain, 18 responsables de secteur et un cadre de secteur. Ensuite, un service RH, un service comptable et un service accueil. Il faut parler de tout le monde. Donc, les usagers de la DPAD, 4200 usagers, 717 000 heures annuelles et 2068 heures par jour d'intervention. La DPAD donc, aide toute personne à domicile, quel que soit son âge, sa situation sur le département de la Haute-Vienne, dans les actes essentiels ou ordinaires de la vie quotidienne, en fonction de ses besoins. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est que nous avons deux services, un service prestataire et un service mandataire. Je ne sais pas si tout le monde fait la différence. Le service prestataire, nous sommes donc l'employeur des intervenantes, et le service mandataire, nous avons un rôle de conseil, ce sont des employés de maison. Donc il y a à peu près 680 employés de maison ici. Comment 300 voilà. Mon directeur et madame la présidente. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à madame Sorel. Donc 2012, on décide de travailler sur la prévention des risques et en général sur toutes les problématiques de pénibilité
puisque bien sûr, en tant qu'association de plus de 700 salariés, on était concerné par les accords et les obligations en termes de négociation. Donc la décision, c'est de lancer une politique de travail sur la pénibilité, la réduction des risques, la gestion prévisionnelle aussi, et donc plusieurs actions que vous allez voir développées dans ce tableau. Donc notamment, on avait un gros travail à faire de remise à niveau au niveau des contraintes légales. Pas de document unique, pas de respect des lois 2002. Alors pour ceux qui sont dans l'aide à domicile, le secteur sanitaire et social, ça vous parlera. Pour les autres, c'est une mise en conformité en termes de, on va dire, administratif, de gestion des dossiers des usagers, d'engagement par rapport à eux et de définition des missions par exemple. Autre aspect, on devait travailler aussi sur le recrutement, l'accueil des salariés. On souhaitait travailler sur la formation de nos responsables de secteur. Le responsable de secteur, concrètement, c'est la personne qui va gérer une équipe d'intervenants à domicile. Chez nous, il gère entre 25 et 45 personnes sur plusieurs cantons du département. Et c'est lui qui reçoit aussi les appels des usagers et qui va mettre en place l'intervention. Donc il va définir avec l'usager ses besoins, ses missions, les financements et comment va intervenir quelle personne. Ensuite, on devait aussi travailler sur la pénibilité, sur les risques professionnels au domicile. Et donc là, on a mis en place un outil qui s'appelle Prologue. Donc dans le prolongement des outils qui sont proposés par la CARSAT, il s'agissait en fait de on a envoyé nos salariés chez les usagers individuellement pour faire une analyse des logements. Faire le point avec eux sur les risques de chute, les tapis, ça vous en avez entendu parler, les problématiques pour tout ce qui est douche et lavage, toutes les problématiques en lien, alors des choses toutes simples, hein, le matériel, tout ce qui est électrique, les fers à repasser, quand vous mettez la prise, ça fait bzzz, les tables à repasser qui sont inexistantes, donc on repasse. Vous n'imaginez pas le nombre d'endroits où on repasse sur des tables. La table à repasser, c'est quelque chose qui n'existe pas dans beaucoup de logements. Donc tous ces aspects-là, et là en l'occurrence, ça nous a permis de mettre les aides à domicile, de les positionner différemment par rapport à nos usagers. Ensuite, on a travaillé aussi sur des groupes de parole, et là l'idée c'était de travailler sur les RPS, donc mise en place de groupes de parole et travail en collaboration avec un psychologue du travail. Les salariés qui ont besoin, suite à un décès, suite à des problématiques on a tout, on a beaucoup de choses. Chaque jour, on a une nouvelle problématique. Donc l'idée c'est que nous, nos intervenants, et notamment nos responsables de secteur qui étaient positionnés généralement comme des personnes référentes pour les intervenants quand ils avaient un souci d'agression, etc. Ils ne sont pas qualifiés pour gérer ce genre de problématique. Donc on a souhaité travailler avec quelqu'un de l'extérieur, donc on a un psychologue du travail. Les fiches de mission, parce qu'alors là on est dans quelque chose qui va faire plaisir au PRAP, notamment Nathalie parlera beaucoup de ça, mais il y a un écart énorme entre le travail prescrit et le travail réel. Ça n'existe pas. Voilà, c'est juste. Et il y a un écart énorme aussi entre la personne qui va intervenir et celle qui fait, le responsable de secteur qui va faire l'analyse au domicile. Et l'usager en fait va s'exprimer d'une certaine façon auprès du responsable de secteur parce qu'il y a des a priori sur ces personnes-là. Et il y a d'autres a priori complètement opposés sur l'aide à domicile qui va intervenir. Et donc en parallèle, forcément, on ne va pas forcément dire au responsable de secteur ce qui va se passer vraiment. Ça, et puis le fait que la situation évolue. Voilà pour cette slide. Et puis bien sûr, l'axe essentiel, et ce pourquoi on est là, c'était de travailler sur le personnel, les faire monter en compétences, les sensibiliser et en fait, par rapport aux industries, ou à ce qu'on a vu ce matin sur les industries, on a vu des beaux exemples d'industrie, on a vu des beaux exemples dans des EHPAD, etc. Le problème, c'est que nous, on a déjà moins de moyens. Et puis surtout, c'est que les zones de travail, c'est le domicile d'un usager. Dans la journée, une intervenante, elle peut aller sur 10 domiciles différents. Comment adapter les conditions de travail dans chacun de ces domiciles avec des usagers, ça je pense que vous en avez témoigné tout à l'heure, qui sont très attachés à leurs meubles de famille, à leur... le mot bordel n'est pas adapté, non, ça se dit pas, pardon. Donc à l'encombrement des espaces, à tous ces souvenirs, à tous ces... Voilà, c'est toutes ces choses auxquelles ils sont profondément attachés et auxquelles ils ne voient pas la problématique. Au contraire, c'est chez eux. Donc on n'a pas à modifier ça. Et donc, le seul outil, le seul moyen, le seul levier dont on disposait, c'était les intervenants à domicile, parce que c'est les seules personnes auxquelles on peut toucher. Donc, d'où l'intérêt d'initier une démarche PRAP. Je pense que du coup, on peut peut-être passer ça. Oui, on en a parlé. Voilà, c'est l'historique de la démarche de prévention. Pourquoi on a mis en place. Donc, Stéphanie vous en a parlé. Donc, maintenant, on va parler de 2013. Et de ce qui s'est passé en 2013 avec la formation et la certification d'un formateur interne PRAP 2S. On a choisi le PRAP 2S à la DPAD. Et après, vous verrez sur la fin de la présentation, peut-être que nous allons aller vers maintenant le CPS, le travail sur le DU et la mise en place, et l'organisation de la formation PRAP et des locaux.
puisqu'en fait, il a fallu prévoir du personnel qui parte en formation. Dans l'aide à domicile, c'est très compliqué de remplacer les intervenants à domicile. C'est très compliqué aussi de ne pas vider un secteur de ses intervenants à domicile. Et donc, nous, on intervient sur toute la Haute-Vienne. Et on voulait, justement, pour une richesse dans la formation, avoir des secteurs ruraux et des secteurs urbains, et qu'elles puissent échanger, et que le PRAP aussi soit un échange de bonnes pratiques. En 2014, donc, il y a eu la signature de l'accord pénibilité incluant le départ en formation de 150 salariés par an. On avait prévu de former l'ensemble de notre personnel sur 3 ans. On est un petit peu juste, je pense qu'on le fera peut-être sur 4. La mise en place de la formation de PRAP 2S, la nomination d'un assistant technique prévention et enfin la création d'un COPIL PRAPADOM. Alors le COPIL PRAPADOM, c'est... On se passe le micro. Donc pourquoi cette démarche PRAP, elle nous intéressait particulièrement parce que d'une part, on sensibilisait chaque salarié, on les faisait monter en compétences, on les reconnaissait sur le terrain comme des professionnels avec une valeur ajoutée. Et donc, toutes ont été formées avec la mise en situation, etc. L'analyse de son poste de travail, l'utilisation de la grille Itamami. Et donc, ces formations sont animées par notre formateur PRAP qui est ici présent, qui est aussi notre conseiller technique prévention, parce que ça tombait bien. C'est vraiment, on s'est rendu compte que d'avoir la même personne qui s'occupait des deux, c'était pour nous un vrai enrichissement. Puis il y a une question aussi de moyens et de disponibilité des personnes. Et donc, l'intérêt, chaque salarié part en formation PRAP. Pendant la formation, il va faire une analyse d'une situation de travail, se présenter ensuite pour une journée supplémentaire de formation 15 jours plus tard. Une analyse va être faite à ce moment-là. Et le formateur PRAP va identifier plusieurs cas qui vont être présentés ensuite en COPIL PRAPADOM. Donc c'est le nom qu'on a donné à notre comité de direction, enfin un comité de pilotage du PRAP. Et donc le COPIL PRAPADOM réunit dans un même endroit, moi, donc les représentants de la direction, un représentant du conseil d'administration, parce qu'ils sont vraiment, comme le disait Nathalie tout à l'heure, et vraiment on les en remercie. C'est grâce à eux qu'on a pu aller vers cette organisation-là, et ils ont misé, on leur disait qu'il y aurait de la valeur ajoutée aujourd'hui, il y en a, et je pense qu'ils en sont convaincus, mais sans eux on n'aurait pas pu le faire. Donc, un membre du conseil d'administration, des responsables de secteur qui sont éloignés. Enfin, nos responsables de secteur, ils voient le domicile rarement avec une aide à domicile à l'intérieur en action. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'ils ont quand même un décalage dans leur vision de l'activité du personnel. 2 intervenantes à domicile qui ont participé aux formations PRAP et donc l'animateur. Donc, en fait, on va faire le point pendant ces réunions, pendant 2h30 sur chacune des situations. Et là, c'est des oh, non, on fait encore ça? Oui, on fait encore ça. Donc, il y a un vrai travail là, pour certains, de rapprochement du terrain. Et pour d'autres, d'apprentissage, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens, c'est-à-dire les cadres, l'encadrement intermédiaire, les managers apprennent, se rendent compte de la réalité. Et par contre, inversement, il y a des informations et des pratiques qui remontent du terrain, puisqu'on nous présente des problématiques et les solutions qui ont été apportées. Et là, on est dans un processus itératif et collectif. C'est comment les solutions apportées individuellement par chacun vont contribuer à l'évolution du travail de tous. Donc du coup, ça va nous permettre après d'étendre et de développer des solutions qui ont été mises en place dans tous les foyers, ou en tout cas de l'apporter l'information aux autres aides à domicile pour qu'elles puissent l'utiliser. Oui, donc le but vraiment du COPIL PRAPADOM, c'est de faire remonter des pistes d'amélioration et donc de réduire l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit chez nous, c'est quoi? Entretien du logement, aide à la personne. La personne, l'intervenant à domicile, quand elle franchit la porte, elle doit s'auto-organiser constamment. Et donc, on essaye, avec le COPIL PRAPADOM et avec de la sensibilisation que je fais auprès des responsables de secteur, de réduire cet écart. Donc, notre démarche de prévention a aussi permis donc, de faire une évaluation des risques au domicile des usagers avec une fiche mission qu'on a construite. Cette fiche mission reprend des éléments indispensables, dont quelque chose qui va être indispensable pour les salariés qui font de l'entretien du logement, c'est simplement une liste de produits ménagers, une table à repasser, comme disait Stéphanie, un fer à repasser, enfin des outils pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Elle reprend aussi d'autres critères. Nous, on fait pas partie du personnel soignant, on fait partie de la filière sociale, donc on ne prend à aucun moment les pathologies, mais on essaye de donner le maximum d'informations sans avoir de pathos qui rentrent en jeu.
Après, une sensibilisation des responsables de secteur, donc là, pour réduire l'écart entre le travail prescrit et réel, sur la fiche mission. En fait, on les a fait travailler dans notre appartement pédagogique, dans un appartement que j'avais rendu insalubre, oui, c'est ça. Et donc, elle devait repérer les risques. Après, l'accueil et la sensibilisation des nouveaux salariés par la procédure de recrutement. On a depuis 4 ans une procédure de recrutement où on sensibilise nos nouveaux salariés à la prévention des risques. Et ensuite, tous les nouveaux salariés, tous les nouveaux CDI à la DPAD passent par la formation PRAP dans l'année. Après, une fiche de remontée d'information, si vraiment la formation n'arrive pas à remonter au niveau de la responsable de secteur ou si la salariée ne peut rien faire auprès de son usager, donc elle utilise cette fiche de remontée d'information. Et ensuite, nous avons travaillé avec le CHSCT, un livret de prévention des risques à remettre à tous les salariés et aussi à tous les nouveaux salariés. Donc ça, c'est voilà, en cours. Et enfin, un guide d'aide technique qui leur permet d'utiliser, de savoir utiliser le matériel, Drapis, etc. Et donc de montrer aussi l'utilisation de ce matériel et ce qui peut exister comme matériel de façon tout à fait indépendante à nos usagers. Donc maintenant, nous allons passer au certificat prévention secours dans notre démarche. Donc, nous allons aller de 2016 à 2019, et bien, nous allons passer certainement du PRAP 2S au CPS. Comment ça va s'articuler? Donc, par une formation des acteurs PRAP. Là, pour l'instant, nous avons formé à peu près 200 personnes. Donc, ces 200 personnes devront être formées au MAC, devront être maquées dans à peu près en 2016, pardon. Mise à niveau des compétences. Oui, mise à niveau des compétences, pardon. Moi, je dis frappeur. Donc, devront... voilà. Et donc, au moment du MAC PRAP, on pense plutôt partir sur un CPSID. Pourquoi? Je trouve que c'est une démarche très intéressante parce qu'on aura eu cette démarche de PRAP 2S qui pour nous était importante, qui pour nous a été une première avancée vers la prévention. Il fallait 3 jours, vraiment il fallait ces 3 jours pour que nos salariés de terrain comprennent l'intérêt de la prévention et s'en saisissent, oui, et deviennent vraiment acteurs de la prévention dans l'aide à domicile. Et donc maintenant nous pouvons passer à la double compétence avec le secours. Ça sera le CPS, enfin moi c'est comme ça que je le vois, vous me direz votre avis, mais moi ce que je vois c'est une piqûre de rappel de 10 heures, c'est sûr, en prévention, et ensuite la double compétence secours, qui est quelque chose d'indispensable pour nos salariés. L'ouverture de la porte le matin, c'est une crainte pour elles. La fausse route, le malaise, elles ne savent pas réagir. Et donc ça va diminuer le risque psychosocial rencontré lors de leurs interventions. Mais enfin, donc ensuite la formation au CRPS de nos encadrants, c'est-à-dire nos responsables de secteur, une formation pour notre responsable de structure, notre RH. Ouais. Enfin, donc comme je voulais dire, ça va répondre à la demande des salariés d'acquérir la compétence secours, mais aussi de sécuriser nos usagers et de promouvoir la qualité de nos prestations. Et voilà. Et donc notre démarche de prévention nous a amené notre conseil d'administration à ouvrir un centre de formation et un pôle aidant-aidé qui va ouvrir là au 1er septembre. Donc c'est un service qui est coordonné par la DPAD, ADESA Domicile, Forme 3A, le centre de formation, l'Association française des aidants et peut-être Compétences Prévention. Voilà le centre de formation. Donc le centre de formation, 3 salles de formation, un appartement pédagogique, une salle aidant et une salle aidée. Et tout le monde se croisera dans ce nouveau centre très novateur pour la Haute-Vienne. Je vous remercie.
Merci à vous deux pour ce beau retour d'expérience. Je vous propose de clôturer cette table ronde sur un autre volet du métier de l'aide à domicile avec Christine Babouillard. Christine, vous êtes formatrice de niveau 2 sur les dispositifs FRAP et CPS, c'est-à-dire que vous formez des formateurs donc, sur ces dispositifs. Et vous êtes référente sur la petite enfance à l'INRS. Et donc vous avez très certainement un beau retour d'expérience à nous faire aussi sur vos constats et vos pratiques sur le terrain. Je vous laisse nous en parler. Alors moi je vais vous parler effectivement de ces professionnels qui interviennent dans le secteur de la petite enfance. Alors je travaille pour un organisme bourguignon, Pas à Pas Formation. Depuis 2007, nous sommes habilités Hyperia et donc nous dispensons des formations auprès des assistantes maternelles. Alors en fait, dans le secteur de la petite enfance, on a 3 axes d'intervention. Il y a au niveau de l'agrément déjà. L'agrément, c'est une formation obligatoire encadrée par les conseillers généraux, donc pour les assistantes maternelles. Au niveau de la formation continue, toujours pour les assistantes maternelles, et aussi pour les salariés d'établissements d'accueil de jeunes enfants. Alors, chez les assistantes maternelles, je vais vous faire un retour un petit peu de l'impact des formations. Et je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte, en fait, dans ce secteur de l'isolement, déjà. Et ce dont on ne mesure pas aussi, c'est les risques psychosociaux. Parce que c'est une lourde responsabilité que d'accueillir des enfants d'âges différents, avec parfois des pressions importantes des partenaires. Et ces formations en prévention, elles leur permettent d'analyser leur situation de travail, d'y réfléchir, de faire un pas de recul. Et derrière, va se mettre en place énormément de dialogue. C'est vraiment ça, je pense, l'impact, enfin moi c'est celui que je ressens, celui des professionnels que je vois depuis 5-6 ans, en fait, je retourne le voir régulièrement sur le terrain. Ce qu'ils disent, c'est vraiment l'amélioration du dialogue social. Alors sur plusieurs niveaux, déjà entre elles. Entre elles parce qu'un enfant, ça grandit, ça évolue. Et donc le matériel, il faut le changer régulièrement. Et c'est pas toujours évident, parce qu'on serait tout le temps constamment en train de le changer. Les contrats changent aussi. Et donc l'idée là, après ces formations, souvent c'est de mutualiser. Alors on va mutualiser le matériel, et puis on va mutualiser les expériences. C'est-à-dire que moi j'ai un enfant avec tel comportement, j'ai une collègue, elle a eu le même. Alors ça veut dire qu'à un moment donné, cette formation elle va vivre dans le temps. Et pour qu'elle vive dans le temps, on va se retourner sur des lieux de rencontre. Parce qu'il va falloir organiser ces temps-là. Et donc c'est là où les animatrices de relais ont vraiment un rôle d'animation, alors vers les enfants, vers les assistantes maternelles, elles vont prendre aussi ce rôle d'animation de la démarche de prévention. Et elles vont pouvoir organiser des temps avec elles, où on va pouvoir mutualiser ça, toutes ces réflexions. On va pouvoir, on va dire, les ranger dans des classeurs. On va créer un document unique. C'est un peu ça l'idée. Et puis on va pouvoir aussi en parler à ces assistantes maternelles qui vont arriver sur le territoire et qui ne sont pas encore formées à ce qui les attend. Et donc on va les aider à s'installer. Et moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce que l'impact, moi je ne l'avais jamais mesuré comme ça. J'étais sûre d'être sur du risque lié à l'activité physique. Il existe, parce que la manutention elle est toujours là, mais je pense qu'effectivement, derrière il y a toute une organisation qui est revisitée et qui crée vraiment une richesse et vraiment cette rupture de l'isolement. Et ça c'est très très important. Alors derrière aussi, il va y avoir automatiquement aussi l'animatrice du relais qui va jouer un rôle, mais on va retrouver aussi les partenaires institutionnels. Ces partenaires institutionnels, souvent, ils sont là pour du contrôle, parce qu'ils sont là, ils interviennent sur la sécurité, ils veillent à ce que cet enfant il soit accueilli en sécurité au domicile de l'assistante maternelle. Et donc, on va pouvoir échanger avec eux autour de ce que je voudrais changer chez moi. Parce que c'est chez moi, déjà, c'est un domicile privé, mais c'est aussi, à un moment donné de la journée, un domicile professionnel. Donc, je me suis engagée avec ces partenaires. Ils m'ont donné un agrément dans un domicile avec tel aménagement, il va falloir que je leur visite avec eux et que je trouve un compromis entre ma sécurité, celle de l'enfant. Et en fait, ça crée un échange intéressant. Pour l'assistante maternelle, elle va voir cette personne
comme un partenaire et non plus un contrôle. Donc déjà, cette visite, elle prend une autre dimension. Et puis, je pense aussi que les services de protection maternelle et infantile qui visitent les domiciles, eh ben, eux aussi voient les assistantes maternelles avec un autre regard et comme un travail pénible aussi, le prennent en compte et se demandent comment les aider. Et leur demandent comment les aider. Et d'un seul coup, avoir du soutien, ben, c'est important. Puis le dernier, il va être avec les parents. Parce qu'effectivement, après une formation, on se pose beaucoup de questions, on organise des choses, on regarde aussi l'enfant différemment, on s'interroge un petit peu plus sur son potentiel parfois. On se dit, ah, ben, tiens, là je l'aide, mais en fait, il pourrait, peut-être qu'il peut. Hein, je pense qu'en collectivité qui a dû rencontrer la même chose, ben, finalement il peut, et après, ça un échange avec les parents. Et les parents aussi, ils vont voir cette intervenante avec un œil un petit peu nouveau, avec un œil de professionnel. Et là, ça change aussi énormément de choses. Alors ça, c'est le volet assistante maternelle, mais on peut aussi parler des établissements. Et dans les établissements, c'est aussi très intéressant parce que ces démarches de prévention, elles ont aussi un impact, on visite l'organisation, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment ça l'essentiel, mais on va prendre en compte la prévention des salariés dans par exemple le projet pédagogique. C'est-à-dire que quand on est tenu à faire un projet pédagogique, à avoir un fil rouge, on va travailler sur une année avec des enfants dans une collectivité, dans une association. Eh bien là, on va essayer aussi de voir ce que ce projet pédagogique va demander aux salariés et qui on va positionner et comment on va les placer aussi. Un travail d'équipe. Et on s'aperçoit que dans les établissements, de l'agent de service jusqu'au référent d'unité, tout le monde retrouve une place un petit peu différente parce qu'on s'est réinterrogé sur l'organisation du travail et donc encore une fois c'est du dialogue social. Et en fait je pense que alors je vais faire une conclusion parce qu'il faut que je sois bref sur quand même on a pris du retard, mais je pense que c'est des salariés quand l'INRS m'a proposé de collaborer sur ces programmes de formation. Moi j'ai été ravie, je les connais depuis longtemps. C'est des salariés qui sont peut-être pas dévalorisés, mais qui ont une image. Assistante maternelle, c'est pas forcément un métier très compliqué. Voilà. Hein. Puis en même temps, elle travaille à la maison. Aussi un peu le tableau. Hein. Moi j'ai des salariés qui travaillent dans des établissements. Ils me disent c'est un peu compliqué les parents à 6 heures. Quand ils arrivent et puis qui nous voient jouer au ballon avec leurs enfants, puis qui disent oh, qu'est-ce que j'aimerais bien moi jouer au ballon. Ah oui, mais bon, c'est pas si simple que ça non plus. Et donc, je pense que ces professionnels aujourd'hui, ils se sont saisis de ça, c'est-à-dire d'être reconnus, d'avoir leur dispositif. C'est important. Je pense que c'est des dispositifs qui sont construits pour des salariés par rapport à des compétences métiers qu'ils ont déjà. Et ça, c'est leur donner beaucoup de reconnaissance. Et ce sont des personnes qui sont tournées vers les enfants. C'est leur job, hein, leur premier job. Leur job, c'est vraiment c'est d'accompagner ces enfants dans les différentes étapes d'acquisition, de développement. Et c'est une mission très très importante. Ces enfants, c'est les adultes de demain. Et moi, je dis que toutes les formations en prévention des risques professionnels qu'on va faire à ces salariés, on va pouvoir leur dispenser, et ben, c'est les accompagner dans cette lourde mission qui est un peu quand même fondamentale dans notre société. Voilà.